cher Jean-Marc, bonjour. Bonjour Farine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Très bien. On va parler d'un sujet, moi, qui m'interpelle. Et je voudrais que tu m'expliques un tout petit peu. Et je suis sûre que ça va intéresser de toute évidence nos patientes. Leur questionnement face à la médecine esthétique. Leurs doutes, leurs craintes. Et puis parfois, leurs déceptions et leurs désillusions. Alors tout d'abord, j'ai une première question, Jean-Marc. Avant chaque intervention, tu réalises un bilan offert. Qui est le plus important dans tout le process du traitement de la prise en charge anti-âge. Bien évidemment. Ce bilan va te permettre de parler avec ta patiente de ses demandes et de ses attentes, j'imagine. Peux-tu développer, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, comme je disais, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on se fait souvent une idée de la médecine esthétique. On confronte parfois aussi le sujet médecine esthétique et chirurgie esthétique, aussi bien dans les attentes que dans les suites et dans la gestion en fait du traitement. Donc en fait, le bilan que je conseille à tout le monde, et je conseille aussi à tout le monde d'attendre avant de faire le traitement qui suit, le bilan est là pour d'abord avoir l'anamnèse. C'est quoi l'anamnèse? Si on pose des questions aux patientes, le mode de vie, fumeuse, pas fumeuse, antécédents médicaux, les traitements en cours, les actions passées, les traitements passés sur le visage ou sur le corps, de manière à cerner un petit peu déjà le terrain. Et ensuite, deuxième chose, c'est madame, vous attendez quoi? Ou monsieur, vous attendez quoi de nous? Voilà, donc ce bilan-là, il est volontairement offert. Pourquoi? Parce qu'on donne de l'information. Donc du coup, on se sent vraiment libre de se parler. Et donc grâce à ça, ça va permettre de dénouer un petit peu pour la suite du traitement. Très bien. Et alors, en fait, j'aime beaucoup ton expression, effectivement, quand tu fais ces bilans, parce que tu dis à la patiente, nous ne vendons pas du rêve. Et c'est vrai que parfois, les patientes arrivent avec des photos, avec un tuto, avec une vidéo. Je veux la bouche d'eux, je veux le nez d'eux. Et en fait, elles vivent parfois à travers une personne, une star, une égérie. Et en fait, ben voilà, tu te retrouves un peu embuté à leur dire, effectivement, on ne vend pas du rêve et on va vous expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux développer? Complètement. Alors, ma grande phrase, c'est effectivement, on ne vend pas du rêve. Pourquoi? Parce qu'on n'en vend pas. Ça veut dire qu'on propose un soin. C'est un soin qui effectivement génère des honoraires. Mais il ne faut pas prendre ça pour du rêve. C'est-à-dire que moi, une patiente, je ne vais pas lui promettre des choses que je ne peux pas obtenir. Et il faut l'entendre parce que souvent les patientes, elles viennent, elles ont une idée dans la tête, elles se disent « Ah bah de toute façon, c'est sûr, il va m'enlever mes sillons nasogéniens. » Non, madame, je vous ai dit, on va les diminuer, on ne va pas les enlever. Et en fait, par rapport à ta réflexion qui est complètement pertinente, c'est que arrêtez de vous focaliser sur les photos de telle ou telle star, tel ou tel mannequin. Il y a deux choses, il y a deux paramètres. Leurs meilleurs amis, c'est leur médecin ou chirurgien esthétique. C'est-à-dire qu'elles vont H24, chirurgien esthétique, un peu open bar en termes de budget. Et la deuxième chose, il n'y a pas une photo d'une mannequin dans les médias qui ne soit pas retouchée. Moi-même, la photo de mon profil, un jour un labo m'a dit « Tiens, on va vous offrir une photo Harcourt ». Je dis « Waouh, elle est super, elle est prête à être utilisée ». Et elle m'a dit « Non, 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 il y a au moins 2-3 heures de retouche sur votre photo ». J'ai été super déçu. Je me suis dit « Ah bon, le naturel, il va pas bien du tout ». Et en fait, il faut le comprendre. Ça veut dire qu'une belle photo, un bon rendu de photo que vous avez dans votre Insta, TikTok, ce que vous voulez, ce sont des photos qui sont retouchées. Donc, on ne vend pas du rêve. Ça veut dire que ne venez pas avec la photo du mannequin en disant « Je veux ce regard, je veux cette bouche, je veux ce truc », si jamais votre visage de base n'est pas de la même manière que telle ou telle personne. Et donc, du coup, l'idée principale que j'expose au cours du bilan, c'est d'expliquer, d'être le plus clairvoyant possible pour dire aux patientes, on peut tendre à ce résultat. On peut améliorer ça. Je ne pourrai pas sur tel ou tel paramètre, mais je ne peux pas vous transformer. La transformation, j'en vois chez mes copains chirurgiens esthétiques qui bossent super bien, ou en chirurgie esthétique, on peut effectivement créer une transformation. En médecine esthétique, la seule transformation qui est faite, c'est quand il y a un abus d'injection, où du coup, comme vous voyez certaines personnes, elles sont hyper injectées et elles ont été transformées, mais pas dans le bon sens. C'est comme avec les cheveux, hein. Tu sais, on se fait une idée, tiens, je voudrais cette couleur, et la coiffeuse va te dire, mais attendez, c'est une photo, elle a été retouchée, il y a des lumières, vous ne pourrez peut-être pas obtenir effectivement tout de suite cette couleur.
Parfois, la patiente ne veut pas entendre qu'on ne pourra pas arriver au désir qu'elle souhaite, tout simplement parce que c'est impossible, d'accord? Quelle est ta position quand tu sais que cette patiente-là va aller vers des réseaux, des plateformes de style fake injector? Comment tu te positionnes là-dessus? Alors, c'est le grand drame en fait de notre génération, les fake injecteurs. Pourquoi? C'est quoi un fake injector par définition? Ce sont des personnes, qui ne sont pas médecins, qui n'ont pas de formation médicale et qui se disent médecins ou qui se disent visagistes ou ce que tu veux. Et le problème, c'est que on verra sur des profils Instagram de ces praticiens qui ne sont même pas des praticiens en fait, qui s'inventent un métier, des photos des avant-après qui sont spectaculaires. Donc la patiente, elle se dit, ah bah lui ou elle peut arriver à ce résultat, je vais aller le voir. Je n'ai jamais connu un patient qui a été voir un fake injector qui a été refusé, soit pour un terrain, une pathologie sous-jacente qui interdit l'injection, quoi que ce soit. Ça veut dire que ces gens-là injectent avec des produits qui sont souvent vendus sur Internet, d'accord, avec des produits qui n'ont pas de CE médical. Bon, enfin, c'est un contexte dramatique. Et ces patientes-là, finalement, souvent, je les refuse. Elles vont aller voir ces personnes et après, elles nous rappellent avec des drames. Ça veut dire que nous, quand on refuse un patient, on va parler cash, financièrement, on fait rien avec ce patient. On a vendu on a donné du temps gratuit, mais c'est une grande valeur. On a donné du temps gratuit, il n'y a pas de suite derrière. Mais c'est pas grave. Au moins, on est bien avec nous-mêmes, avec notre conscience. La patiente qui après revient parce que finalement, quelqu'un a été moins scrupuleux et a été faire ses injections ailleurs. D'abord, on les prend pas en charge. Pourquoi? Parce qu'après, on se retrouve à être responsable du traitement global du patient. Et à un moment donné, on explique au patient, on vous l'a dit, vous n'avez pas fait comme il fallait. Après, allez à l'hôpital pour avoir une prise en charge. 2 anecdotes. Moi, j'ai eu une patiente qui avait la peau mate, qui a demandé à faire un peeling. Je lui ai dit non, vous avez la peau trop mate pour faire un peeling chimique. Elle a été le faire ailleurs. Elle est revenue avec finalement des taches d'hyperpigmentation sur l'ensemble du visage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle a eu l'effet indésirable désiré. Une autre anecdote, une patiente qui avait déjà pas mal de produits dans les lèvres, elle me dit ouais, je viens vous voir parce que j'aimerais bien refaire des ampoules. Je lui dis non, là vous êtes au max des ampoules dans les lèvres, je ne peux pas vous le faire. Elle a été voir quelqu'un qui n'est pas médecin. Elle a tellement injecté que la lèvre s'est fendillée en plusieurs endroits. Et donc du coup, moment de panique et tout ça. Donc comprenez une chose, quand un médecin vous dit non, mais vous ne pouvez pas le faire, écoutez-le. Il a tout à perdre de ne pas vous le faire. Mais écoutez-le, c'est un conseil orienté. Je fais une petite passerelle, mais c'est tellement vrai tout ce que tu viens de dire. On voit tellement, nous, des patientes, effectivement, arriver au cabinet complètement détruites et en pleurs. Et il n'y a plus de solution, même à l'hôpital. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver parfois avec des nécroses et vraiment très, très abîmées. Non, je veux juste faire une passerelle là-dessus. Je trouve qu'il y a un phénomène, et je pense que tu ne vas pas me contredire, où de plus en plus de jeunes filles, je ne parle pas de jeunes femmes, je parle de jeunes filles, d'ados, qui veulent se faire refaire la bouche, qui sollicitent leurs parents, leur maman, ou le nez, ou la bouche, ou des pommettes, qui veulent déjà des injections toutes jeunes. J'imagine que c'est les phénomènes des réseaux. Est-ce que tu penses, j'en ai entendu parler, que ces jeunes femmes vont justement voir des fake injecteurs et se font faire des choses au détriment d'un parent qui va dire non, il en est hors de question. Bien sûr. Alors, moi-même, ayant des ados à la maison, en fait, j'ai beaucoup de peine pour cette génération parce que c'est une génération que j'appelle microscope. Ils vont aller se scruter au millimètre près pour voir finalement si la bouche n'est pas trop petite par rapport à une norme, le nez, petite bosse et tout ça. Ça fait beaucoup de peine parce que en fait, ces personnes-là, ces ados-là, se créent en fait des mal-être alors que la plupart du temps, ils sont vraiment très bien. Donc, amenez-les-moi parce que moi, j'arrive à les convaincre en disant qu'il peut y avoir des effets indésirables, que ça peut faire mal et tout ça. Et je leur dis que c'est trop tôt. Moi, personnellement, je pense qu'à moins de 25 ans, il faut rester tranquille. Il faut d'abord, s'accepter parce que quand on met un pied dans la médecine esthétique, finalement, c'est attirant. Une fois que tu as traité ta bouche, tu dis je vais traiter un petit peu les pommettes et tout ça. Mais il y a un âge pour tout dans la vie. Ça veut dire que les jeunes, je leur déconseille de faire des choses beaucoup trop jeunes parce que voilà, laissons la nature se mettre en place. Le corps, il mute avec le temps et tout ça.
Donc on laisse vraiment les choses se mettre en place. Et donc malheureusement, ces personnes-là, qui sont parfois têtues, eh ben, vont voir d'autres personnes, ce qu'on appelle les fake injectors. Et les fake injectors, comme je vous disais tout à l'heure, ne refusent personne. Ça veut dire qu'ils le font quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Donc voilà, après nous, les parents, on a un rôle de dire non. À un moment donné, de toute façon, le gosse à 18 ans, il ne travaille pas encore. Si on ne lui donne pas les sous pour aller se faire injecter, il ne les trouvera pas pour se faire injecter. Donc à un moment donné, il faut avoir une position un peu ferme et ne pas tout accepter vis-à-vis de nos enfants. Très bien répondu. Alors, j'aimerais aussi parler de quelque chose que j'aime chez toi. Excuse-moi, tu vas dire Flo, mais voilà. Je sais que tu aimes le naturel. Tu conseilles et exécutes comme tu dis. Mais comment te positionnes-tu sur une patiente qui souhaite être très injectée au point de perdre une harmonisation de son visage? Alors, moi, ce que je fais un plan de travail. Ça veut dire qu'on arrive, c'est comme un appartement, on fait un état des lieux. Et ça, c'est le bilan initial. On fait un état des lieux, je vais dire à la patiente, il vous manque un petit peu de matière là, vous avez fondu un petit peu ici, vous avez créé des rides d'expression à tel ou tel endroit. On fait un plan de travail. Moi, j'aime la discrétion. Après, chacun a sa manière de travailler, chacun a son regard. Moi, je conseille toujours de faire les choses progressivement, de manière à ce qu'on soit toujours dans la subtilité. Le résultat, on a réussi un acte de médecine esthétique, paradoxalement, quand ça ne se voit pas. C'est pas que ça se voit pas, c'est qu'il n'y a pas de résultat, on a fait une bulle. C'est que ça se voit pas, ça veut dire que la personne va vous dire tiens, t'as bonne mine, tiens, tu reviens de vacances. Parce que le grand fléau de nos jours, c'est toujours t'as l'air fatigué. C'est la phrase classique de tous les matins, t'arrives au travail, t'as l'air fatigué. Et donc du coup, le fait de faire un plan de travail, ça veut dire que on va faire, et toi et moi on se complète bien sur cette histoire-là, c'est quoi? C'est qu'on va faire un plan de travail en disant voilà, madame, on va restructurer un petit peu vos volumes parce que vous avez perdu quelques volumes. Effectivement, vous avez de nature une lèvre un peu fine, on va la redynamiser un petit peu. Donc, je vous explique un petit peu le travail, comment ça va se faire en termes d'harmonisation sur la volumétrie du visage. Ensuite, je vais leur parler de la prévention. Oui. Ça veut dire qu'il y a tout un paramètre sur la prévention, comment empêcher votre peau de vieillir, comment vivre avec des facteurs de risque qu'on arrive à faire sauter, comme le soleil, le tabac. Ensuite, je les redirige vers toi parce que toi, du coup, tu vas leur expliquer aussi leur routine à la maison. Comment on se démaquille, comment on se maquille, comment on met telle ou telle crème, comment on ne rentre pas dans un process où on va acheter une crème différente chaque semaine. Et donc, du coup, on rentre dans un traitement, on va dire holistique, un traitement global. Et tout ça, c'est le bilan. Pour l'instant, on n'a rien fait. On n'a fait que parler, comme on est en train de parler tous les deux. Une fois qu'on a fini ce bilan, la patiente, elle repart avec son dossier. Il faut le lire très bien. C'est un acte médical. Il y a des effets indésirables. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'effets indésirables, c'est un menteur. Maintenant, les effets indésirables sont rares, mais ils existent. Donc, il faut absolument comprendre qu'un acte de médecine esthétique est un acte médical avant tout, avec toutes les recommandations, toutes les précautions qu'on doit prendre après. Complètement. On fera d'ailleurs un sujet, si tu le veux bien, très long sur la cosméto, au quotidien à la maison. Alors, j'ai remarqué que les patientes, et tu ne vas pas me dire le contraire, étaient de plus en plus dures avec leur image. Elles ne laissent rien passer pour le coup. On a l'impression qu'elles courent après une jeunesse éternelle. Est-ce un phénomène sociétal? Première question. Est-ce que c'est parce qu'elles subissent des charges psychologiques et émotionnelles au travail? Toujours être plus belle, toujours être plus jeune par rapport à la plus jeune qui arrive. Est-ce que c'est aussi du fait que leur conjoint leur demande aussi de rester toujours très apprêtée et très jolie? Comment arrives-tu à les raisonner, ces patientes qui sont un tout petit peu, tout le temps un peu en souffrance avec leur image? Alors, on disait que les ados, j'avais de la peine pour eux parce qu'ils rentraient dans une génération où ils étaient eux-mêmes très durs avec eux. La génération l'âge un peu plus mûr, je veux dire les 40, 60 ans, il y a un problème d'identification, d'identité. Ça veut dire que je travaille dans le marketing, je travaille avec des petites jeunes, elles ont 25 ans, j'en ai 50. Waouh, je sens que je suis hors catégorie par rapport à elles. Mais non, il faut au contraire se dire j'ai 50 ans, j'ai une maturité plus importante, j'ai un savoir-faire, j'ai le recul sur la vie. C'est pas parce que tu as 50 ans que finalement tu es has-been par rapport aux petites jeunes de 20 ans. Moi, je dis qu'au contraire, 50 ans, c'est un bel âge, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge où on commence à bien profiter des choses et tout ça. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est en face quelqu'un qui a 20 ans de moins
qu'on est moins bien que la personne. Il y a un âge pour tout dans la vie. Et donc, du coup, je le dis à ces messieurs et à ces dames que c'est pas grave de vieillir. J'ai toujours la phrase un peu glauquissime qui dit « celui qui ne vit pas, c'est celui qui n'est plus vivant ». Et donc, du coup, à un moment donné, c'est une faveur que la vie nous fait de bien vieillir. Maintenant, si on est obligé, c'est un process, on vieillit, on a des rides, mais en fait, il ne faut pas les prendre finalement comme un complexe, mais il faut le prendre comme un processus normal de la vie et le vivre avec sans en être malade. Maintenant, il existe effectivement des petits soins, des petits traitements pour lesquels on est là, on leur propose ces traitements et ça fait du bien, ça ralentit un petit peu tous les phénomènes de vieillissement cellulaire. Et puis quand tu regardes nos grands-mères de l'époque d'avant, Bah oui. effectivement, quand elles avaient 50 ans, tu voyais qu'elles étaient grand-mères. Aujourd'hui, bon, moi j'ai 53 ans, j'ai pas l'impression d'être une grand-mère, enfin, je me sens bien dans ma peau, je me sens jolie, et c'est vrai qu'il faut un petit peu se fiche la paix, entre guillemets. Bien Quoi. sûr, oui, t'es très jolie, je confirme. Mais tu fais très attention à toi-même. Oui. T'es l'exemple parfait Ouais. de la personne qui fait attention à sa peau, qui s'entretient bien. Après, ça vient aussi du fait aujourd'hui que même sur le plan vestimentaire, on s'habille comme des ados. Donc finalement, il y a une perte de positionnement de la personne adulte qui se dit bah, j'ai un jean déchiré, j'ai un jean loose et tout ça. Donc finalement, je peux être potentiellement un ado. Non, j'ai 50 ans, je peux avoir un jean un peu loose, mais c'est pas grave si j'ai des rides. Alors, un sujet qui est un tout petit peu perturbant, enfin une question qui est un petit peu perturbante. J'entends souvent nos patients dire « Je ne veux surtout pas que mes enfants ou mon mari voient que j'ai fait des injections, que j'ai fait un traitement pour la peau. Surtout, docteur, faites bien attention, je ne veux pas d'hématome. » là. Comment tu te positionnes aussi là-dessus? C'est inquiétant, non? Pour les enfants, excuse-moi, mais qui se mêlent de ce qui les regarde. À un moment donné, l'enfant sera le premier à l'âge de la maman à vouloir faire des soins. Donc les enfants, je leur dis, faites vos devoirs, occupez-vous de ce qui vous regarde. Pour les maris, c'est très intéressant. Parce que j'ai des maris qui viennent me voir, ils me disent surtout, je veux pas que ma femme soit au courant. Et j'ai des femmes qui viennent me voir, elles me disent, je veux pas que mon mari soit au courant. Mais aux yeux de son mari, il faut être belle. Pourquoi? Parce que si jamais t'es pas belle, le mari, il va aller voir ailleurs, il va voir une autre jolie fille. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, si tu vas chez le coiffeur, si tu fais des soins, si tu mets des bonnes crèmes, si tu fais un peu d'injection et tout ça, c'est pour être bien, c'est pour être belle. Donc, à un moment donné, où est la position du rapport homme-femme? Donc, si jamais, mesdames, vous faites des injections, finalement, c'est pour entretenir votre beauté. Donc, excusez-moi, mais moi, si ma femme me dit, je vais me faire des injections, je leur dis, mais tu as raison, si jamais tu veux entretenir. Les gens ont peur en fait de la déformation. Ça veut dire qu'elles ont peur de se retrouver avec des pommettes énormes, des bouches énormes et dire mon mari va détester. Maintenant, si c'est bien fait, si c'est fait avec parcimonie, avec délicatesse, avec naturel, excuse-moi, mais le mari, il faut qu'il soit au courant. Ça veut dire que si jamais tu vas plus chez le coiffeur, tu te laves plus les cheveux et tout ça, le mari va dire mais cratin que celle-là, je vais plus la regarder. Tandis que, regarde, tu es un exemple parfait. Ce que je viens de dire par là, c'est que tu as une beauté entretenue. Excuse-moi, mais ton conjoint, il te regardera tout le temps avec les yeux de l'amour. Donc, si jamais on parle de dire je veux pas dire à mon mari, excusez-moi, c'est une erreur. Je pense qu'effectivement, on doit dire à son mari pour continuer à être belle à tes yeux, j'ai besoin de m'entretenir. Si j'ai besoin de m'entretenir, n'aie pas peur, je vais aller voir tel praticien, il va me faire des jolies choses et ça, c'est ce qui va entretenir ma beauté. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi sociétal ou qu'il y a une régression un tout petit peu de la part des rapports hommes-femmes? C'est bien aussi de parler un peu de psycho en médecine esthétique parce que j'imagine que ces femmes, elles ont très très peur parfois de rentrer à la maison. C'est un peu inquiétant parfois. Bien sûr, mais c'est pour ça que je pense que ce qui manque dans notre société aujourd'hui, c'est le partage et la discussion. Les gens ne parlent plus, ils sont sur leur téléphone, au moment de dormir, au moment de se réveiller, devant un film, devant une série, ils sont toute la journée en train d'être sur un téléphone. Le téléphone et les médias ont coupé la communication. Donc, il est très important dans un couple aussi de la rétablir et d'expliquer, si toi tu as une demande de faire un soin, il faut que moi je comprenne pourquoi tu veux faire ce soin. Donc, il faut qu'il y ait une logique derrière tout ça. Ça ne sert à rien de vivre caché, ça ne sert à rien de faire des choses dans le dos des personnes. À un moment donné, il faut de la clairvoyance. C'est qu'un couple, il va tenir sur la communication. Si on enlève la communication d'un couple,
le couple il tient plus. Donc ça sert à rien. Et si jamais le mari il apprend que sa femme elle a fait un peu de skin booster pour éviter de vieillir ou quoi que ce soit, bon mais c'est très bien. C'est qu'à un moment donné, ça veut dire que cette personne s'entretient. Et c'est que comme ça qu'on arrive à garder l'étincelle dans un couple et tout ça, c'est de l'entretien. C'est joliment dit en tout cas. Es-tu capable de dire à une patiente, Jean-Marc, que ces petites rides d'expression sont un charme et qu'il ne faut pas être dans la surexigence? Ça revient un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, et que les rides montrent que l'on est en fille. Alors tu me l'as dit aussi, mais est-ce que tu es capable, quand même tu as une patiente qui est un peu réfractaire et qui te dit non, non, mais attendez, moi je veux absolument traquer cette petite ride, il faut absolument que vous m'injectiez. Comment tu te positionnes là-dessus? À un moment donné, est-ce que tu dis stop? Oui, ça veut dire que ce que je ne sens pas, je ne fais pas. Ça veut dire qu'il faut être bien dans ses baskets, aussi bien comme on disait dans le couple, mais aussi bien dans sa pratique. Moi, des choses sur lesquelles je ne sens pas le patient ou la patiente, je la sens fragile, je la sens indécise, je la sens dans l'échec avant même qu'on ait fait quoi que ce soit, je préfère ne rien faire parce que je ne vais pas au combat, je ne vais pas à l'échec, même si c'est une réussite esthétique en tant que telle, ça peut être un échec de compréhension. Et donc du coup, les patientes qui me demandent trop de choses et pour lesquelles je pense que c'est pas bon pour elles, je ne fais pas. Il faut trouver, en fait c'est comme tout, c'est-à-dire que la relation patient-médecin, c'est une relation intime, c'est une relation qui se construit. Si jamais tu trouves un médecin qui ne parle pas comme toi tu aimerais entendre, il faut changer de médecin. Je sais que moi-même, je ne corresponds pas à tous les profils de patients et je sais que j'ai des patientes qui ne correspondent pas à mon profil. Donc, il faut que ça matche et c'est pour ça que le bilan initial, on revient à la première question, le bilan initial est très important. C'est pour mettre à plat les relations que l'on va avoir entre le patient et le médecin et de dire « Madame, monsieur, je peux vous amener là, mais je ne pourrai pas vous amener là ». Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la transparence et de la clairvoyance dans tout ce que l'on fait au quotidien. Je vais quand même insister et revenir là-dessus. Quand une très jeune fille vient te voir avec une photo en te disant « Jean-Marc, je veux une bouche XXL », qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui? En fait, je suis très fort avec ça parce que j'arrive à la convaincre de ne pas le faire. Et je pense que des fois, on fantasme sur les situations et on a besoin d'entendre le praticien, la version médicale du refus. Parce que les parents, plus d'impact sur les enfants. Donc, quand c'est le toubib qu'on ne connaît pas, une personne étrangère qui lui gagne sa vie sur les injections et qui va vous dire non, et ben à ce moment-là, souvent, la plupart du temps, les jeunes ados, j'arrive à les convaincre. Moi, j'ai plein d'enfants de mes copains qui me disent « Alors Jean-Marc, que je peux venir et tout ça ?» Je dis « Non, pas pour l'instant. Rendez-vous dans quelques années. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. » C'est pas que je ne veux pas parce que il peut y avoir un effet indésirable quand vous faites à 20 ans une bouche, c'est pas le problème. C'est que je ne veux pas les mettre dans un système qui va en fait les faire tourner dans une non-acceptation de leur visage et qui aboutira à une souffrance. Complètement. Et d'ailleurs, en parlant de souffrance, ben voilà, superbe transition. Comment fais-tu face à une patiente atteinte de dysmorphophobie? Alors, je le marque dans le dossier parce que c'est très facile de déterminer quelqu'un qui est dysmorphophobe. C'est une patiente qui est très bien, qui va vous sortir tous les défauts de la Terre qui n'existent pas. Et cette patiente-là sera une patiente insatisfaite de manière chronique. Ça veut dire que tu auras beau lui faire des injections, tu auras beau lui faire des traitements, elle ne sera jamais contente. Et en fait, ce sont des personnes très fragiles. Donc, je ne vais pas dire que j'essaye de m'en défaire, mais j'essaye de leur expliquer que le résultat qu'elles attendent, je ne pourrai pas l'atteindre. Maintenant, si elles veulent, et je marque tout noir sur blanc sur un document initial, si elles veulent ce résultat que moi je pense obtenir, on y va ensemble. Mais si elles attendent plus, je les refuse et c'est mieux pour tout le monde. Parce que c'est très compliqué à gérer, la dysmorphophobie. On travaille aussi avec des psychologues qui sont très bons pour ça. Et donc, du coup, dans ces cas-là, je les adresse vers un psychologue. Mais c'est vrai que cette dureté un peu de la vie aussi, on a de plus en plus de jeunes femmes qui effectivement sont jamais complètement satisfaites et souffrent, et on le voit bien qu'elles souffrent. Donc je trouve que c'est hyper important en tant que médecin de pouvoir effectivement les mettre un peu à l'aise et puis de leur expliquer que de toute façon on n'arrivera jamais à relever le défi. Et puis Jean-Marc, je voudrais qu'on termine par cette question.
qui est très très importante pour moi. Tout ce qui est contre-indication. Tu sais que les femmes ont peur souvent, mais docteur, voilà. Développe, s'il te plaît, merci. Alors, il y a un quart d'heure, il y a notre copine qui est venue, qui est enceinte avec un beau bébé dans le ventre, qui m'a dit « Mais je t'en supplie, Jean-Marc, fais-moi mes injections. » Non, non et non. Ça veut dire qu'en fait, quand tout va bien, on est très copains. Quand il commence à y avoir des effets indésirables, c'est la catastrophe. On rentre dans un process de combat et d'affrontement. Ça veut dire que quand vous avez une pathologie sous-jacente, comme les maladies auto-immunes, comme si jamais vous êtes enceinte, si jamais vous allaitez, si jamais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, quand on vous dit on ne peut pas faire, c'est qu'on ne fera pas. Ça ne sert à rien d'insister. Le résultat raté lié à une contre-indication, c'est impardonnable pour le médecin comme pour le patient. Ça veut dire que si jamais au moment du bilan, on voit qu'il y a une contre-indication à faire tel ou tel soin, que ce soit un laser, une injection ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut entendre, c'est interdit, c'est niette, même sous la torture. Et d'ailleurs, développons par exemple une personne qui est atteinte d'une maladie auto-immune. Bon, on ne va pas parler de la grossesse parce qu'effectivement, cette patiente-là, elle va tout de suite comprendre qu'il vaut mieux être raisonnable. Mais une patiente qui vient te voir, à qui tu dis que tu ne vas pas lui faire d'injection parce qu'elle a une pathologie, une maladie auto-immune, d'accord, et qui va peut-être partir prendre conseil ailleurs et peut-être qu'ailleurs, on lui fera ces injections. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Qu'est-ce qui peut lui arriver si ça dégénère, si le jour de l'injection, elle est en poussée? Qu'est-ce qui peut arriver? Moi, je peux faire, par exemple, une patiente qui a Hashimoto une injection aujourd'hui et ne pas avoir de poussée, mais que 6 mois après, il y ait une poussée auto-immune. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'acide hyaluronique qui est injecté dans le visage va être considéré comme un corps étranger, poussée inflammatoire, et en fait, il va y avoir une inflammation tout autour de cet acide hyaluronique avec des nodules, voire des granulomes plus tard qui vont pousser. Et là, on doit opérer la patiente pour enlever l'acide hyaluronique. Donc, on ne prend pas de risque, point barre, point final. C'est très important. C'est-à-dire que si jamais on fait risquer aux patients d'avoir un visage défiguré, eh ben, c'est pas dans mon cabinet que ça se passera. Parce que j'imagine qu'il y a des séquelles. Quand tu dis qu'à un moment donné, il faut opérer, j'imagine qu'il y a certainement une ouverture et que voilà, oui. C'est le visage quand même. Hein, on ne parle pas d'un bras ou voilà. Eh bien, écoute Jean-Marc, c'était vraiment formidable d'avoir cette conversation avec toi. Je pense que ça va éclairer pas mal de nos patientes et même de nos non-patientes. Voilà, ça sert à ça le bilan, de venir parler, de tout se dire et puis de débattre et d'aller au mieux pour nos patientes. À bientôt. À bientôt, Florine. Bonne journée.